Salut, je m'appelle Léo. J'ai vu de mes propres yeux les meilleurs ingénieurs de l'armée de l'air ricaner en regardant Amélie, la fille de notre cantinière, alors que notre unique hélicoptère de sauvetage refusait de démarrer. Ils ne se doutaient pas une seule seconde que la survie de deux de nos camarades, piégés par le blizzard en pleine montagne, dépendait entièrement du murmure que seule cette gamine de 11 ans pouvait entendre. Cette image est gravée dans ma mémoire, celle d'un groupe d'experts arrogants, aveuglés par leur diplôme et leur grade, face à une enfant qui détenait la clé. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement invisible, alors que vous saviez, au plus profond de vous, que vous aviez la solution? Avant que je vous raconte comment Amélie a défié un commandant et toute son équipe avec rien d'autre que son ouïe, dites-moi dans les commentaires de quelle région vous nous regardez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la tête de ces ingénieurs quand le moteur du Caracal a enfin rugi. L'atmosphère dans le hangar était glaciale, et ce n'était pas seulement à cause de la tempête de neige qui hurlait à l'extérieur, menaçant d'isoler notre base avancée dans les Alpes pour de bon. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le commandant Lefebvre arpentait le sol en béton, le visage fermé, son talkie-walkie crachant des bribes de communication de plus en plus désespérées de l'équipe de reconnaissance bloquée. Là-haut, 2 blessés graves. La température chutait en flèche. Chaque minute qui passait réduisait leurs chances de survie. Au centre de ce chaos silencieux, le H-225M Caracal, notre Phénix 1, reposait inerte et inutile. Il était notre seul et unique espoir de les treuiller avant que la montagne ne les emporte. Et cette machine, ce monstre de technologie, nous avait tous lâchés au pire moment imaginable. L'équipe de mécaniciens d'élite, dépêchés en urgence, grouillait autour de l'hélicoptère comme des fourmis paniquées. Ces hommes étaient la crème de l'armée de l'air et de l'espace, des spécialistes dont la réputation n'était plus à faire. Mais aujourd'hui, leur fierté était mise à rude épreuve. Les ordinateurs portables affichaient des lignes de code et des diagnostics complexes. Le jargon technique fusait, mais le résultat restait le même. Chaque tentative de démarrage se soldait par un toussottement maladif du moteur, qui s'éteignait après quelques secondes. Leur verdict était tombé, implacable et sans appel. La turbine principale était hors service, une défaillance catastrophique. La réparation prendrait des jours, peut-être une semaine. Des jours que nous n'avions absolument pas. Leur frustration était palpable, se mêlant à l'odeur de kérosène et d'échecs qui imprégnaient l'air du hangar. Et puis, il y avait Amélie. Dans un coin, presque invisible dans la pénombre du hangar, elle se tenait debout, silencieuse. Elle ne pleurait pas, elle ne jouait pas, elle observait. À 11 ans, elle était une ombre que la plupart des soldats ignoraient, la fille de la chef cuisinière, rien de plus. Mais son regard était fixé sur le Phénixin avec une concentration déconcertante, une intensité qui ne correspondait pas à son âge. Contre sa jambe, elle serrait une vieille boîte à outils en cuir usé, celle de son père, un mécanicien aéronautique génial mais méconnu, décédé 1 an plus tôt. Pour elle, les moteurs n'étaient pas juste un assemblage de pièces métalliques, c'était son héritage, son dernier lien avec lui. Je la voyais souvent absorbée dans ses vieux manuels techniques tachés de graisse. Elle ne regardait pas la machine, elle semblait l'écouter, la ressentir. À un moment, alors qu'un des ingénieurs en chef donnait un coup de pied rageur dans le pneu de l'hélicoptère, Amélie a fait quelques pas timides en avant. Sa voix était à peine un murmure, presque couverte par le sifflement du vent. « Ce n'est pas la turbine », a-t-elle. « Commencez ». L'ingénieur s'est retourné, l'a dévisagé de haut en bas, un sourire méprisant aux lèvres. « Déguerpisse, gamine. Va jouer avec tes poupées. Ici, c'est pour les grands », lui a-t-il lancé, avant de lui tourner le dos sans même attendre de réponse. J'ai vu la lueur dans les yeux d'Amélie vaciller une seconde, son visage se fermer sous le poids de l'humiliation. Mais elle n'a pas pleuré. Elle a simplement reculé, retournant dans son coin d'ombre, son regard toujours rivé sur le moteur, silencieux, son expression encore plus déterminée qu'avant. En tant que jeune infirmier, mon estomac était noué. J'entendais les appels à l'aide à la radio et je ne pouvais penser qu'aux 2 corps qui devenaient de plus en plus froids là-haut. Je ressentais une profonde sympathie pour Amélie. Je savais qu'elle n'était pas comme les autres enfants. Je l'avais vue passer des heures entières à simplement poser sa main sur des moteurs, les yeux fermés, comme si elle communiquait avec eux. Je savais que son père lui avait tout appris. Une partie de moi voulait crier, dire au commandant de l'écouter, juste 1 minute. Mais qui étais-je? Un simple soldat, face à des officiers supérieurs,
et des experts bardés de diplômes. La chaîne de commandement était rigide, impitoyable. Prendre la défense d'une enfant dans une telle crise aurait été un suicide professionnel. Alors, je suis resté silencieux, rongé par la culpabilité, simple témoin de leur arrogance et de notre impuissance grandissante. Le groupe d'ingénieurs n'a même pas accordé une seconde pensée à son intervention. Ils se sont regroupés, murmurant entre eux avec des airs de supériorité, jetant des regards condescendants vers le coin où Amélie s'était réfugiée. Pour eux, l'affaire était classée. La panne était majeure, irréparable dans ces conditions, et la suggestion d'une enfant n'était qu'une distraction ridicule, une anecdote qu'ils raconteraient peut-être plus tard en riant. Ils ont commencé à ranger méticuleusement leur équipement de diagnostic de pointe, chaque geste signifiant la fin de tout espoir. C'était une démonstration de compétences techniques qui tournait à la démonstration d'orgueil blessé. Ils n'avaient pas réussi, mais personne d'autre, et surtout pas une gamine, ne pouvait prétendre savoir mieux qu'eux. Leur certitude était aussi glaciale que le vent qui s'engouffrait sous la porte du hangar. Le commandant Lefebvre a reçu leur rapport final avec un silence de plomb. Je l'ai vu lire le document, son visage se durcissant à chaque ligne, ses épaules s'affaissant sous un poids invisible. Il n'était pas un technicien, il devait se fier à ses experts. Et ces experts venaient de signer l'arrêt de mort de ces deux hommes. Il a levé les yeux vers le Caracal, puis vers la carte météo qui clignotait en rouge sur un écran. La tempête était là, à leur porte. Un grésillement plus faible que les précédents est venu du poste radio, une voix haletante, presque inaudible, suppliant une mise à jour. Là, le regard du commandant était celui d'un homme piégé, forcé de prendre une décision qu'aucun chef ne devrait jamais avoir à prendre. Abandonner les siens. La technologie, la hiérarchie, tout le système sur lequel il avait bâti sa carrière venait de le trahir. L'énergie dans le hangar a changé radicalement. Le bourdonnement anxieux a laissé place à un silence lourd, funèbre. Les quelques soldats qui étaient restés pour observer, espérant un miracle, ont commencé à se disperser, n'osant plus regarder ni le commandant ni l'hélicoptère silencieux. C'était comme assister à une veillée funèbre, avant même que la mort ne soit officiellement déclarée. Le bruit du vent à l'extérieur semblait plus fort, plus menaçant, comme si la montagne elle-même se moquait de notre impuissance. L'odeur de kérosène froid et de métal inerte était suffocante. C'était l'odeur de l'échec. Chaque seconde qui s'écoulait était un clou de plus dans le cercueil de nos camarades, et nous étions tous là, témoins, passifs de cette tragédie qui se déroulait au ralenti, paralysés par le protocole et l'incompétence arrogante. Pourtant, Amélie n'avait pas bougé. Elle était toujours là, une petite statue de détermination au milieu de la défaite générale. Son regard n'était plus seulement concentré, il était empreint d'une sorte de pitié. Pas pour elle-même, mais pour ces hommes si intelligents qui étaient incapables d'entendre ce qui lui semblait si évident. Je l'ai vu se baisser et, avec son doigt, tracer une forme complexe dans la fine couche de poussière sur le béton. C'était un schéma, une sorte de diagramme de flux. Elle ne se fiait pas à des écrans, mais à une connaissance intime, presque instinctive, de la machine. Elle était dans son propre monde, un monde où la logique mécanique avait un son, une vibration, une âme. Elle ne cherchait pas une erreur de code, elle cherchait une note dissonante dans la symphonie du moteur. Ma propre frustration menaçait de me faire exploser. Chaque fibre de mon être me hurlait de faire quelque chose. J'étais infirmier, mon rôle était de sauver des vies, et je restais là à regarder nos chances s'évanouir à cause d'un orgueil mal placé. L'image de l'ingénieur rabaissant Amélie tournait en boucle dans ma tête. Et si elle avait raison, et si la solution était si simple, si fondamentale, qu'elle échappait à leur diagnostic complexe, mais la peur me glaçait sur place. La peur du ridicule, la peur de me faire réprimander, de briser la chaîne de commandement et de ruiner ma carrière pour défendre ce qui serait perçu comme un caprice d'enfant. Cette culpabilité me rongeait, mon silence me rendait complice. Si ces hommes mouraient, une partie de leur sang serait sur mes mains, et sur celle de tous ceux qui avaient choisi de se taire. Le moment que tout le monde redoutait est arrivé. Le commandant Lefebvre s'est détourné de l'hélicoptère, son visage une page blanche où toute émotion avait été effacée. Il a marché lentement, d'un pas lourd, vers la table de communication. Chaque pas résonnait dans le silence du hangar. Les quelques hommes restants ont baissé la tête. Nous savions tous ce qu'il allait dire. Il allait prendre le micro et prononcer les mots fatidiques, l'ordre d'annuler la mission de sauvetage.
Il allait devoir dire à l'opérateur radio de cesser les communications, de laisser la montagne faire son œuvre. C'était l'abandon officiel, la reddition face aux éléments et à la défaillance technique. L'air était si tendu qu'il semblait sur le point de se briser. C'était la fin. La défaite la plus amère et la plus silencieuse que j'ai jamais vécue. Le commandant a levé la main vers le micro, ses doigts s'attardant un instant sur le plastique froid. Le monde semblait s'être arrêté. Et c'est à cet instant précis, dans ce vide absolu où tout espoir s'était éteint, qu'un bruit a rompu le silence. Pas un bruit mécanique, mais le son de petites bottes se déplaçant rapidement sur le béton. Amélie ne marchait plus, timidement. Elle se dirigeait droit sur le commandant Lefebvre, son visage levé vers lui, ses yeux brûlants d'une urgence qui transcendait son âge et son rang. Elle n'a pas regardé les ingénieurs, elle n'a pas regardé les autres soldats. Elle a marché comme si personne d'autre n'existait dans ce hangar, comme si seule cette conversation, cet ultime appel importait. Son mouvement a créé une onde de choc, une minuscule fissure dans la résignation qui nous avait tous enveloppés. Elle s'est plantée, devant lui petite et frêle, mais avec une posture qui dégageait une autorité inattendue. Le commandant Lefebvre, un homme qui faisait trembler des sergents aguerris, l'a regardé, d'abord avec irritation, puis avec une curiosité perplexe. Le silence dans le hangar était absolu, brisé uniquement par le hurlement du vent. « Mon commandant », a-t-elle dit, sa voix claire et étonnamment forte, sans la moindre trace de peur. « Ce n'est pas la turbine. Vous écoutez le rugissement. Mais il faut entendre. Le murmure. » Ces mots ont résonné dans l'air glacial, une déclaration si audacieuse, si absurde dans ce contexte, que tout le monde s'est figé. C'était le défi le plus direct à l'autorité et à l'expertise que j'ai jamais vu, lancé par une enfant de 11 ans, armée de rien d'autre que sa conviction. Le visage du commandant Lefebvre est passé par une dizaine d'émotions en une fraction de seconde. L'agacement, l'incrédulité, puis une sorte de résignation lasse. Il a regardé les visages suffisants de ses ingénieurs, puis le talkie-walkie silencieux, et enfin cette gamine qui se tenait devant lui avec un aplomb désarmant. Que lui restait-il? L'abandon? Il était au bout du rouleau, un homme à qui on avait enlevé tout espoir. Il a vu dans les yeux d'Amélie non pas une fantaisie d'enfant, mais une certitude qui le glaçait. Dans un geste qui a défié des décennies de protocole militaire, il a fait un signe de tête bref, presque imperceptible. « Montrez-moi », a-t-il lâché d'une voix rauque. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplication. Un pari insensé, le dernier jet de dés d'un homme désespéré. Les ingénieurs ont échangé des regards entre l'amusement et le dédain. Un ricanement étouffé a parcouru leurs rangs. Pour eux, c'était le comble du ridicule. Le grand commandant Lefebvre, cédant aux caprices d'une gamine alors que la vie de ces hommes était en jeu. Je les ai vus croiser les bras, des sourires condescendants plaqués sur leurs visages, prêts à savourer l'échec inévitable de cette mascarade. Leur fierté blessée se transformait en une arrogance cruelle. Ils n'allaient pas l'aider, ils allèrent la regarder se ridiculiser, pour ensuite pouvoir dire « On vous l'avait bien dit ». La pression sur les petites épaules d'Amélie était devenue immense. Elle ne devait pas seulement réparer un hélicoptère, elle devait le faire sous le regard méprisant de ceux qui étaient censés être les meilleurs. Amélie n'a pas semblé remarquer leur mépris. Elle a marché vers le Caracal avec une concentration totale, ignorant tout le monde. Alors que les ingénieurs avaient branché des dizaines de capteurs et d'ordinateurs, elle a fait quelque chose de radicalement différent. Elle a posé sa petite main gantée à plat sur le carter froid du moteur. Elle a fermé les yeux. Elle n'écoutait pas le silence de la turbine principale. Elle se concentrait sur quelque chose d'autre, une partie de la machine que les autres avaient jugée secondaire. Le groupe auxiliaire de puissance, le petit moteur à réaction qui sert à démarrer les turbines principales. Je l'ai vue pencher la tête comme si elle cherchait une note précise dans une mélodie complexe. Elle était dans son monde, un dialogue silencieux entre elle et le métal, loin des diagnostics numériques et des schémas complexes. Après un long moment, elle a ouvert les yeux et a pointé du doigt un endroit précis, une petite conduite métallique à peine visible, nichée près de l'échappement du groupe auxiliaire. « C'est là », a-t-elle dit doucement, s'adressant plus au moteur qu'au commandant qui s'était approché. « Elle est gelée. Le système de dégivrage de la turbine fonctionne, mais le capteur thermique de cette conduite est obstrué par le givre. L'ordinateur pense que le carburant arrive au démarreur, mais la conduite est bloquée. Alors il coupe la séquence juste avant l'allumage pour éviter un retour de flamme. » Sa voix était calme, factuelle. C'était une explication si simple, si physique,
qu'elle en était géniale. Un problème minuscule que tous les systèmes de diagnostic, programmés pour chercher des pannes électroniques majeures, avaient complètement ignoré. Elle a ouvert la vieille boîte à outils de son père, ce trésor de cuir usé qu'elle ne quittait jamais. Ses doigts ont navigué avec une familiarité déconcertante parmi les clés et les tournevis, pour en extraire une petite clé à molette spécialisée, visiblement très ancienne. Elle ne s'est pas lancée dans un démontage complexe. Elle a simplement utilisé le manche de la clé pour tapoter doucement, avec une précision chirurgicale, le boîtier du capteur qu'elle avait désigné. 3 petits coups secs, toc, toc, toc. Le bruit a semblé ridiculement faible dans l'immensité du hangar. C'était un geste hérité, un savoir-faire transmis non pas par des manuels, mais par l'observation et l'amour. Une fois son geste accompli, elle a reculé d'un pas, a regardé le pilote dans le cockpit et lui a fait un signe de tête bref et confiant. Le pilote, un adjudant-chef expérimenté, a hésité une seconde, son regard allant du commandant à la gamine. Il a reçu un signe de tête affirmatif de Lefebvre. Il a haussé les épaules, comme pour dire « Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre ?» et a enclenché la séquence de démarrage. Le gémissement familier du groupe auxiliaire de puissance a recommencé, ce son qui avait précédé tant d'échecs. Le sifflement aigu est monté en puissance. Tout le monde retenait son souffle. On a entendu le léger « clic » qu'Amélie avait décrit. C'était le moment où d'habitude tout s'arrêtait. Mais cette fois, au lieu du silence et du tout-sautement maladif, le son a continué à monter, à changer, à se transformer en quelque chose de plus profond, de plus puissant. Puis, soudain, un rugissement assourdissant a fait trembler les murs du hangar. Le son était si puissant, si violent, qu'il a semblé faire vibrer l'air lui-même. Les pales du caracal ont commencé à tourner lentement, puis de plus en plus vite, créant un tourbillon de vent qui a balayé les papiers, la poussière et les flocons de neige qui s'étaient infiltrés dans le hangar. Le rugissement a effacé tout autre son, toute pensée. Dans ce vacarme assourdissant, un silence encore plus profond s'est installé, le silence stupéfait des ingénieurs. Leurs mâchoires pendaient, leurs yeux étaient rivés sur la machine ressuscitée, une expression de pure incrédulité gravée sur leur visage. Le commandant Lefebvre ne les regardait pas. Son regard était fixé sur l'hélicoptère, et pour la première fois de la journée, j'ai vu ses traits se détendre, brisés par un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux à regarder. La stupeur n'a duré qu'un instant. Le commandant Lefebvre s'est secoué comme pour sortir d'un rêve, et son visage de chef a repris le dessus. Il n'a pas perdu une seule seconde à savourer ce triomphe ou à humilier ses experts. La mission primait surtout. « Pilote, préparez-vous au décollage immédiat !» a-t-il hurlé pour couvrir le bruit des turbines. « Équipe médicale, à bord ! Maintenant ! Léo, avec moi !» Ses ordres claquaient comme des coups de fouet, transformant l'atmosphère funèbre en une fourmilière d'activités frénétiques et déterminées. Les quelques soldats qui étaient restés se sont précipités pour aider, dégageant la piste, vérifiant les amarres. La machine n'était plus un cercueil de métal, elle était redevenue ce qu'elle devait être, notre seul et unique espoir. Le phénix était sur le point de renaître de ses cendres. Pendant que tout le monde s'agitait, les ingénieurs d'élite, eux, semblaient figés sur place, comme si le son du moteur les avait pétrifiés. Leur arrogance s'était évaporée, remplacée par une honte palpable. J'ai vu l'un d'eux, celui qui avait si méchamment renvoyé Amélie, regarder ses ordinateurs de diagnostic de pointe, puis la petite clé à molette qu'Amélie avait laissée sur une caisse. Son visage était un masque de confusion et d'humiliation. Il a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Ils avaient été battus, non pas par une technologie supérieure, mais par une gamine et une connaissance que leur diplôme ne pourrait jamais leur enseigner. Leur savoir complexe avait été rendu obsolète par un simple toc-toc-toc sur un morceau de métal gelé. C'était une leçon d'humilité brutale, administrée au milieu d'une crise de vie ou de mort. Amélie, elle, semblait complètement étrangère au chaos qu'elle venait de déclencher. Elle n'a pas cherché les félicitations, ni même un regard de reconnaissance. Dès que le moteur a rugi, elle a reculé doucement, retournant vers son coin d'ombre, serrant toujours contre elle la vieille boîte à outils de son père. Elle regardait l'hélicoptère, pas les hommes. Elle le regardait comme on regarde une œuvre que l'on vient de terminer, avec une sorte de satisfaction silencieuse et personnelle.
Dans le tourbillon de vent et d'ordre criés, elle était un îlot de calme, une présence presque invisible à nouveau. Son travail était terminé. Elle avait parlé pour la machine et la machine avait répondu. Le reste, la gloire, le sauvetage, ne semblait pas la concerner. C'était entre elle et le moteur, un secret partagé. L'appel du commandant m'a arraché à ma contemplation. En tant qu'infirmier, j'étais au cœur de l'action qui se préparait. J'ai attrapé ma trousse de secours, mon cœur battant la chamade, non plus de désespoir, mais d'une adrénaline pure. Le soulagement d'entendre le moteur tourner était immense, mais il était immédiatement remplacé par la pression écrasante de la mission à venir. Chaque seconde comptait. Les deux hommes là-haut étaient toujours en train de geler. Nous avions maintenant un moyen de les atteindre, mais la tempête ne nous attendrait pas. En courant vers l'hélicoptère, j'ai senti le poids de leur vie sur mes épaules. Nous n'avions plus le droit à l'erreur. Amélie nous avait donné une chance, une seule. Il était hors de question de la gâcher. Le pilote, sa voix maintenant ferme et pleine de confiance dans l'intercom, égrenait la checklist finale avec une rapidité impressionnante. Le copilote confirmait les coordonnées du signal de détresse. Au sol, l'équipe détachait les dernières chaînes qui retenaient le Phénix 1 au sol. Le vent des pales était si fort qu'il fallait se pencher pour avancer. J'ai grimpé à bord, le souffle glacial me coupant la respiration. Avant que la porte ne se ferme, j'ai jeté un dernier regard en arrière. J'ai vu la silhouette d'Amélie, petite et immobile, près de la grande porte du hangar, qui nous regardait nous préparer à partir. Elle ne souriait pas, ne faisait pas de signe. Elle était juste là, témoin silencieux de la conséquence de son acte. Notre mission commençait à peine, mais la sienne était déjà accomplie. Avec une secousse puissante, le Caracal s'est arraché du sol. Le hangar, les hommes, tout assemblé rapetissé en un instant, alors que nous montions droit dans le ciel gris et tourmenté. À travers le cockpit, je pouvais voir le mur de neige tourbillonnante qui nous attendait, un monstre blanc et déchaîné. L'hélicoptère a viré, s'engageant résolument dans la tempête. Le bruit à l'intérieur était assourdissant, les secousses constantes, mais la machine volait. Elle volait avec une puissance et une détermination qui semblaient défier les éléments. Nous étions en route. Nous allions affronter le pire que la montagne pouvait nous jeter à la figure, porté par le rugissement d'un moteur que seul une enfant avait su comprendre. La tension était à son comble. Le véritable combat ne faisait que commencer. Le pilote, un adjudant-chef au visage buriné par des milliers d'heures de vol, a échangé un dernier regard avec le commandant Lefebvre. Un hochement de tête presque imperceptible lui a donné le feu vert. Dans le cockpit, sa main a survolé les commandes, puis il a enclenché la séquence de démarrage pour ce qui semblait être la 100e fois. Le gémissement, aigu et familier du groupe auxiliaire de puissance, a de nouveau empli le hangar, un son qui était devenu synonyme d'échec et de désespoir. Tout le monde a retenu son souffle. Mes propres poumons me brûlaient. Le sifflement a grimpé, atteint son apogée, et nous avons tous attendu le silence qui suivrait, le tout-sautement maladif du moteur qui annoncerait notre défaite finale. Le temps semblait s'être étiré, chaque milliseconde pesant une tonne. C'était le moment de vérité, suspendu entre un miracle improbable et une tragédie inévitable. Puis, au lieu du silence, un son nouveau est né, un léger clic, presque inaudible, suivi non pas d'un arrêt, mais d'une transformation. Le gémissement aigu s'est mué en un grondement sourd, profond, vibrant, et soudain, une explosion sonore a fait trembler les murs, le sol, l'air lui-même. Un rugissement assourdissant, primal, a éclaté alors que les turbines du Caracal s'enflammaient enfin, crachant un souffle puissant. Les immenses pales ont commencé leur danse lente et majestueuse, puis ont accéléré jusqu'à devenir un disque flou, soulevant un tourbillon de poussière, de neige et de papier. Le Phénix 1 était vivant. La machine n'était plus un cadavre de métal. C'était un monstre de puissance réveillé de son sommeil de glace, et son cri était la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Le vacarme était total, mais dans ce tumulte, un silence encore plus assourdissant régnait parmi le groupe d'ingénieurs d'élite. Leurs visages, auparavant marqués par la condescendance et l'arrogance, étaient maintenant des masques de stupeur absolue. Les mâchoires pendaient, les yeux écarquillés, fixaient la machine ressuscitée. L'ingénieur en chef, celui qui avait si cruellement humilié Amélie, regardait son ordinateur portable affichant des diagnostics inutiles, puis la simple clé à molette qu'elle avait utilisée, comme s'il ne pouvait pas comprendre le lien entre les deux.
Leur univers de protocoles complexes, de diagnostics numériques et de certitudes académiques venait de s'effondrer, réduite à néant par une enfant, un héritage paternel et 3 petits coups sur un morceau de métal gelé. L'humiliation était si profonde, si totale, qu'elle était presque visible dans l'air autour d'eux. Le commandant Lefebvre, lui, ne leur a pas accordé un seul regard. Ses yeux étaient rivés sur l'hélicoptère, son corps entier tendu vers la machine rugissante. Son visage de marbre, sculpté par des années de commandement et de discipline, s'est fissuré. J'ai vu ses épaules s'affaisser, non pas de défaite, mais sous le poids d'un soulagement si immense qu'il en était presque violent. Une larme solitaire a tracé un chemin sur sa joue tannée par le froid, une trahison de son sang-froid militaire qu'il n'a même pas cherché à cacher. Ce n'était pas seulement la joie de pouvoir sauver ses hommes, c'était la libération d'un fardeau insupportable, la fin d'un cauchemar où il aurait dû prononcer leur condamnation à mort. Dans ce regard, il y avait toute la gratitude silencieuse d'un chef envers son sauveur improbable. Ce moment de répit émotionnel a été bref. Le commandant s'est secoué, son instinct de chef reprenant le dessus avec une force décuplée. La discipline a remplacé l'émotion. Pilote, montez en régime maximal. Préparez-vous au décollage immédiat, a-t-il hurlé pour couvrir le bruit assourdissant des turbines. Équipe médicale, à vos postes, Léo, avec moi, maintenant. Ses ordres claquaient dans l'air, transformant instantanément le hangar d'une chapelle funéraire en une fourmilière d'activités frénétiques et déterminées. Les soldats se sont précipités, dégageant la voie, détachant les dernières amarres. La machine n'était plus un objet de pitié, mais l'instrument de notre espoir. La mission était relancée. La défaite avait été effacée, remplacée par une urgence féroce. Nous avions une chance, et nous allions la saisir. Au milieu de cette agitation contrôlée, Amélie semblait être dans une autre dimension. Elle n'a pas cherché les regards, ni attendu de remerciements. Dès que le moteur a vrombi, elle a reculé doucement, retournant vers son coin d'ombre, comme si elle voulait se fondre à nouveau dans le décor. Elle a rangé méticuleusement la clé à molette dans la vieille boîte à outils de son père, fermant le fermoir usé avec un geste tendre et familier. Son regard était fixé sur le caracal, non pas sur les hommes qui s'agitaient autour, mais sur la machine elle-même. Elle la regardait avec une sorte de fierté tranquille, une satisfaction intime. Son travail était fait. Elle avait écouté le murmure, elle avait traduit son message, et la bête de métal avait répondu. Le reste, le sauvetage, la gloire, appartenait désormais aux autres. Mon nom, crié par le commandant, m'a arraché à ma contemplation. J'ai attrapé ma trousse médicale, mon cœur battant à tout rompre avec une adrénaline nouvelle, celle de l'action. En courant vers la porte latérale de l'hélicoptère, le Datsun Z60 souffle des pales me forçait à me pencher. J'ai grimpé à bord, le froid glacial me saisissant. Juste avant que le mécanicien de bord ne fasse glisser la lourde porte, j'ai jeté un dernier regard vers le hangar. J'ai vu la petite silhouette d'Amélie, immobile, une ombre au milieu de la lumière aveuglante du phénix. Elle nous regardait partir. Puis, avec une secousse puissante, nous nous sommes arrachés du sol en béton. Le hangar, les hommes, tout a rapetissé sous nous alors que nous montions vers le ciel déchaîné. Nous nous dirigions droit dans le cœur de la tempête, portés par le rugissement d'un moteur que seule une enfant avait su entendre. Le retour fut un flou d'adrénaline, de vent glacial et de procédures médicales exécutées avec une précision désespérée. Nous avons treuillé les 2 hommes depuis la corniche balayée par les vents, leur corps presque rigide à cause du froid, mais leurs yeux encore vivants, pleins d'une gratitude muette. Le vol de retour, secoué par les turbulences, était un combat contre la montre pour les stabiliser. Lorsque les patins du caracal ont touché le sol en béton du hangar, un soupir collectif de soulagement a semblé balayer toute la base, plus fort encore que le bruit des turbines qui s'éteignaient. Les 2 hommes étaient vivants, hypothermiques, gravement blessés mais vivants. Nous les avions arrachés à la montagne. Ou plutôt, Amélie les avait arrachés à la montagne. Pendant que je les transportais avec l'équipe médicale, je n'ai pu m'empêcher de chercher du regard la petite silhouette qui avait rendu tout cela possible. Dès que les blessés ont été pris en charge et emmenés à l'infirmerie, l'atmosphère dans le hangar a radicalement changé. Il n'y avait plus d'urgence, seulement les conséquences de ce qui venait de se passer. Les soldats et les mécaniciens se sont rassemblés, non pas pour célébrer, mais dans une sorte de silence contemplatif. Amélie se tenait toujours près de la grande porte, comme si elle n'osait pas s'approcher.
Mais cette fois, personne ne l'ignorait. Chaque regard se tournait vers elle, non plus avec mépris ou indifférence, mais avec un mélange de respect et d'émerveillement. C'était comme si sa taille physique n'avait plus d'importance. Elle était devenue une géante dans ce hangar. L'ingénieur en chef, celui qui l'avait si durement rabroué, se tenait à l'écart, le visage fermé, incapable de croiser son regard. L'humiliation silencieuse était sa seule punition. Le lendemain, j'ai assisté à une scène que je n'oublierai jamais. Je traversais le hangar quand j'ai vu le même ingénieur en chef s'approcher timidement d'Amélie, qui était assise sur une caisse en train de nettoyer les outils de son père. Il tenait à la main un schéma technique complexe. Il ne l'a pas interpellée avec arrogance, mais avec la voix hésitante d'un étudiant s'adressant à son professeur. « Excuse-moi » a-t-il commencé, « sur le moteur du Puma, il y a une vibration à bas régime que nos diagnostics n'arrivent pas à isoler. Tu penses que ça pourrait être acoustique ?» Amélie a levé les yeux de son travail, l'a regardé un instant sans dire un mot, puis a simplement tapoté son oreille avec son index avant de hocher la tête. L'homme a compris. Il est reparti, non pas vaincu, mais avec une nouvelle piste, une nouvelle façon de penser. Le surnom est apparu quelques jours plus tard, chuchoté d'abord dans les messes et les dortoirs, puis prononcé avec une admiration, non, dissimulée. On l'appelait le murmure du phénix. Ce nom lui allait parfaitement. Il capturait l'essence de ce qu'elle avait fait, entendre ce que personne d'autre ne pouvait percevoir, le murmure secret de la machine que tout le monde croyait morte. Elle n'était plus la fille de la cuisinière, une ombre dans les coins. Elle était devenue une légende discrète, une sorte de talisman pour la base. Les soldats la saluaient avec un respect sincère. Les pilotes venaient lui parler des petits caprices de leur machine. Elle ne parlait toujours pas beaucoup, répondant souvent par un simple hochement de tête ou un geste, mais tout le monde l'écoutait avec une attention religieuse. Son silence était devenu plus éloquent que n'importe quel discours. La reconnaissance la plus significative, cependant, est venue du commandant Lefebvre lui-même, une semaine après le sauvetage. Il a fait rassembler tout l'équipage du Phénix 1 devant le hangar. Ce n'était pas une cérémonie officielle. Il n'y avait pas de médaille. C'était quelque chose de bien plus personnel. Il s'est approché d'Amélie qui se tenait à côté de sa mère, visiblement intimidée. Devant tout le monde, le commandant a défait l'écusson de son unité, le patch brodé du Phénix 1 de son propre blouson de vol. Il s'est agenouillé pour être à sa hauteur et le lui a tendu. « Il vous revient », a-t-il dit, sa voix habituellement si autoritaire, maintenant chargée d'une émotion brute. Vous l'avez entendu alors que nous étions tous sourds. Amélie a pris l'écusson avec ses petites mains, ses yeux brillants d'une fierté silencieuse. Ce jour-là a changé bien plus que le destin de 2 soldats. Il a fissuré les certitudes de toute une base, il a réécrit les règles non dites de la hiérarchie et de l'expertise. Nous avons continué nos missions. Les hélicoptères ont continué de voler. Mais quelque chose était différent. Il n'y avait plus d'humilité dans l'air, une volonté nouvelle d'écouter les voix les plus inattendues. Amélie, avec son écusson de phénix fièrement cousu sur son petit blouson, est restée notre rappel constant de cette leçon. Ce jour-là, au cœur de la tempête, nous avons appris que les outils les plus puissants ne se trouvent pas toujours dans une caisse, et que parfois, pour sauver une vie, le plus important n'est pas d'être un expert bardé de diplômes, mais simplement de savoir écouter. Cette histoire ne s'est pas terminée avec le retour de l'hélicoptère. En réalité, c'est là qu'elle a véritablement commencé. Dans les jours qui ont suivi, une nouvelle atmosphère s'est installée sur la base. Le sauvetage réussi des 2 soldats était sur toutes les lèvres, mais le véritable sujet de conversation, chuchoté avec un respect mêlé d'incrédulité, était Amélie. Elle n'était plus une ombre. Les soldats la saluaient, les pilotes s'arrêtaient pour lui parler, non pas comme à une enfant, mais comme à une oracle. Elle était devenue le cœur silencieux de notre communauté, un rappel vivant que la véritable force ne réside pas toujours dans les grades ou les diplômes. Le hangar, autrefois un lieu de tension et d'échec, était devenu le théâtre d'un miracle non pas divin, mais profondément humain, un miracle d'écoute et d'intuition. Quelques jours plus tard, j'ai été le témoin privilégié d'une scène qui a scellé cette transformation. L'ingénieur en chef, l'homme qui avait renvoyé Amélie avec tant de mépris, s'est approché d'elle alors qu'elle était assise sur une caisse polissant un à un les outils de son père. Il avait l'air d'un écolier pris en faute. Il tenait un schéma technique et d'une voix à peine audible, il lui a parlé d'une vibration anormale sur le moteur d'un autre hélicoptère,
un problème que tous leurs diagnostics sophistiqués ne parvenaient pas à identifier. Il lui a demandé, avec une humilité désarmante, si elle avait une idée. Amélie a simplement levé les yeux, a tapoté son oreille avec son index, puis a indiqué un point précis sur son schéma. L'homme a regardé, a hoché la tête lentement et est reparti sans un mot, son visage un mélange de honte et d'illumination. La reconnaissance la plus puissante, cependant, est venue du commandant Lefebvre. Une semaine après le sauvetage, il a rassemblé tout l'équipage du Phénix 1 devant le hangar. Il n'y avait pas de discours officiel, pas de cérémonie pompeuse. C'était quelque chose de plus intime, de plus vrai. Il s'est approché d'Amélie, qui se tenait timidement à côté de sa mère. Devant nous tous, ce chef aguerri, cet homme qui incarnait l'autorité militaire, s'est agenouillé pour se mettre à sa hauteur. Il a défait l'écusson de son unité, le patch brodé du Phénix 1, de son propre blouson de vol, et le lui a tendu. « Il vous revient de droit », a-t-il dit. Sa voix normalement si forte, maintenant chargée d'une émotion palpable. Vous avez entendu son murmure alors que nous étions tous devenus sourds. Cet écusson, qu'elle a fièrement cousu sur son petit blouson, est devenu son symbole. Et avec lui un nom, le murmure du Phénix. Ce surnom lui est resté, une légende discrète qui se propageait bien au-delà de notre base. Elle était la preuve vivante que la connaissance ne se trouve pas uniquement dans les livres ou les manuels de formation, mais aussi dans l'héritage, dans la passion, et dans une connexion si profonde qu'elle en devient instinctive. Sa présence a changé notre façon de travailler. Nous avons appris à faire une pause, à écouter au-delà du bruit, à chercher la petite voix dissonante que l'arrogance et la précipitation nous empêchent souvent d'entendre. Elle nous a enseigné une leçon d'humilité qui valait plus que toutes les formations militaires du monde. Ce jour-là, au cœur de la tempête, un hangar rempli de soldats a appris que les outils les plus puissants ne sont pas toujours ceux que l'on tient dans la main. Parfois, le plus important est de savoir écouter, non seulement les machines, mais aussi les voix que l'on a l'habitude d'ignorer. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, de croire en sa propre intuition même quand personne d'autre n'y croit, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la façon de trouver sa propre voie, même lorsque le monde entier semble vous indiquer la direction opposée. Merci de m'avoir écouté.